Thank you for the invitation to come and share some of my work with you, and also thank you to the presenters who've come. Merci beaucoup de me donner l'occasion de vous parler sous mon angle des choses et d'avoir pu écouter ce que les autres présentateurs avaient à nous dire. Bon, la pédagogie inclusive, en fait, est tout à fait en faveur de mon pays. Je vais vous parler des réussites et des échecs. Alors, je dirais que l'éducation inclusive n'est pas une politique, c'est une approche, c'est une façon de faire qui, nous espérons, va contribuer à résoudre le problème de l'éducation inclusive. Les autres exposants nous ont dit quels étaient les problèmes. Alors, cette notion de pédagogie inclusive a émané en fait des études qui ont fait les enseignants, et donc nous avons pu apprendre des pratiques et des méthodes des enseignements pour les étendre à la pédagogie inclusive, pour assurer à une inclusion, même si les professeurs et les enseignants en éducation inclusive travaillent dans le même cadre que les autres. Alors, que pouvons-nous tirer comme enseignement de ces enseignants, en fait, qui sont le soutien de cette méthode et que l'on pourrait transposer sur la pédagogie inclusive? Alors, ces éléments de pédagogie inclusive ont été utilisés pour informer et pour enrichir, en fait, les pédagogies inclusives dans le cadre d'un projet qui a été financé par le gouvernement pour réformer l'éducation des maîtres, ce qui fait que les enseignants des classes ordinaires puissent traiter des différences et les gérer. Alors, maintenant, il y a un dépassement de cela. On est passé de la base de connaissances inculquée aux élèves maîtres à ce que l'on peut faire pour faire rentrer cela dans les écoles ordinaires, c'est-à-dire voir comment les enseignants, disons, de classe ordinaire peuvent répondre aux défis de l'éducation inclusive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans des classes qui sont de plus en plus diverses en Europe. Alors, c'est plus particulièrement important en Écosse, car l'éducation est considérée comme ayant un rôle important à jouer dans l'amélioration de l'égalité de la justice sociale. Et donc, l'éducation est une valeur clé en Écosse. Nous avons fêté notre cinquantenaire de l'école obligatoire et donc tout cela a fait que nous avons dû maintenir une politique qui était difficile peut-être, mais en fait nous sommes tout particulièrement inquiétés par l'élément extrême de la courbe, si j'en peux dire. Et donc nous faisons très bien en matière de résultats pour les élèves, disons, normaux, mais nous ne sommes pas encore au point pour les autres. Et donc, au niveau de la formation des maîtres, nous voulons remettre les pendules à l'heure, si on peut dire, et permettre aux enseignants de gérer des classes très diverses. Et dans la matière de scolarisation, même dans un pays comme l'Écosse, qui est très homogène au point de vue population scolarisée, il y a quand même des profils scolaires qui changent vraiment, et donc il faut dépasser l'identité de l'enfant comme étant unique et particulier à un enfant qui est multiple finalement. Et donc au niveau des concepts, il faut que nous organisions notre recherche sur l'éducation inclusive pour s'étendre aux handicapés, pour des non-anglophones, pour les groupes de minorités. Et donc, il faut des marqueurs d'identité comme étant des aspects de diagnostic de l'individualité. Et donc, il faut que nous ayons des identités qui soient multiples et versatiles, si l'on peut dire. Et donc, il faut qu'on se pose des questions sur la façon dont on peut préparer les maîtres et comment les soutenir pour eux, pour qu'ils puissent, eux, gérer ces méthodes inclusives. Et donc, ces pratiques inclusives ont été mises au point comme une réponse à ce défi. Et donc, il faut prendre très au sérieux cette idée que les enseignants ont l'impression de ne pas être
prêts et préparés à relever les défis de l'éducation inclusive. Donc, nous avons aussi en Écosse ce soutien supplémentaire à la loi sur l'apprentissage. Je crois que on vous parlera plus avant de tout cela avec des statistiques, mais essentiellement, ce que je veux vous dire, moi, c'est que le soutien supplémentaire pour la loi sur l'apprentissage en Écosse, c'est un fait qui a été adopté en 2004 et qui a été un essai pour faire une ou deux, trois choses, n'est-ce pas? Laisser derrière nous, en fait, le soutien au niveau purement linguistique et donc donner un soutien linguistique seulement pour donner un soutien où on en a besoin et quand on en a besoin, à quiconque, et pour de longues périodes de temps telles que c'est requis par les besoins de l'élève. Des questions ont été évoquées. Est-ce que l'Écosse a laissé la langue en fait de côté? Et est-ce que par contre, est-ce qu'il y a eu en fait une politique d'éducation inclusive ou est-ce qu'on a répété en fait l'exclusion? Donc il faut trouver peut-être des nouveaux mots et des nouveaux termes pour caractériser ce processus. Et je crois qu'il est important pour nous que de réfléchir au problème de l'éducation spécialisée en termes de où on la donne à côté de l'éducation et de l'enseignement, disons, ordinaire et normal pour les autres. Et donc, il y a peut-être une confusion sur ce point dans notre domaine, c'est parce que très souvent on parle d'éducation inclusive comme recouvrant des pratiques d'éducation spécialisée. Mais ce qu'il faut faire, c'est que on doit parler d'éducation d'exclusion comme une extension de l'enseignement ordinaire à un groupe plus ample d'apprenants. Donc, tout simplement parce qu'ils sont un peu différents par rapport à leurs besoins. Mais il est exact quand même, il y a des différences entre les différents apprenants, mais nous va avoir besoin d'un système de responsabilisation pour nous assurer que tous les enfants ont les mêmes enseignements. Nous savons, bien sûr, que tout système dépend d'une certaine classification ou catégorisation, donc en fait, peut-être il faut sortir du système médical et voir quelle est la pertinence au plan éducation de ce pour pouvoir faire avancer les choses. Néanmoins, il nous faut quand même une méthode pour déterminer qui sont les enfants qui ont des besoins particuliers, si on veut avoir un système de responsabilisation qui nous permette de traiter des questions qui ont été gérées et traitées ici, comme l'égalité, la qualité, etc. Ce que vous voyez ici sur cette diapositive, c'est la définition de l'Écosse des enfants qui ont besoin d'un soutien supplémentaire. Ce qu'on voit ici, c'est que on a des catégories particulières au niveau terminologique, comme responsabilité, déficience, problèmes de comportement, problèmes mentaux, difficultés sociales, etc. Mais vous voyez également un élargissement de la définition d'un soutien supplémentaire d'abord pour inclure des apprenants en anglais, pour inclure des problèmes de société comme des deuils qui peuvent exister dans une famille, etc., pour y inclure les difficultés sociales et autres ou émotionnelles qui peuvent se présenter. En Écosse, comme dans d'autres pays, nous voyons également une augmentation du nombre d'enfants qui sont identifiés comme ayant des besoins particuliers. Et nous avons également un élargissement de la définition de ces besoins particuliers. Donc, comme on voit, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les données. Comment est-ce qu'on trouve ce que l'on compte et comment on les compte et comment on fait rapport et comment on note les tendances statistiques sur le temps. Et donc, nous avons en Écosse un code de pratique qui est associé, n'est-ce pas, à ce soutien supplémentaire
Et lorsque vous lisez les principes directeurs et les orientations, vous voyez que les autorités en matière d'éducation doivent vous fournir, en fait, ou doivent organiser ces soutiens supplémentaires pour les enfants ayant des besoins supplémentaires et que ces soutiens doivent être adéquats. Et donc, évidemment, ça ressemble beaucoup aux pratiques d'éducation spécialisée. Et donc, on retourne aux tensions qui existaient et questions, savoir est-ce qu'on a vraiment avancé ou est-ce que simplement on a changé les termes en recouvrant l'éducation spécialisée. Est-ce qu'on perpétue pas les problèmes en donnant un autre terme qui est l'éducation inclusive. Donc, et là, le problème est de savoir comment on gère ce problème. Est-ce qu'on peut penser différemment de ce problème et comment ouvrir des nouvelles opportunités en matière de méthode et de pratique. Bien sûr, le temps qui m'est imparti est court, donc je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette diapositive ni sur la suivante. Mais vous pouvez avoir un petit peu plus de temps, madame. Donc, ce que je vais dire, c'est que ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de traiter certains des défis que nous avons édifiés, les relever. Et nous savons parfaitement que dans vos propres pays, vous vous posez la même question. Comment est-ce qu'on fait avancer ce terme et ce concept d'éducation inclusive pour que tous les apprenants puissent en bénéficier? Nous savons que les défis sont très complexes et ça inclut bien sûr le dilemme de la différence, c'est-à-dire l'idée que nous devons faire quelque chose pour répondre à ce problème des différences. Mais c'est en répondant à ces différences, nous pouvons peut-être aussi renforcer la marginalisation, et c'est une question, c'est ce que notre collègue italien parlait de push-pull of models lorsqu'on parle de différence. Et donc, je crois que tout le monde parle des problèmes catégoriques qui se posent et le problème est de savoir si ce que nous faisons aide ou n'aide pas le processus d'inclusion que nous voulons. Et bien là, il y a également une réflexion sur la base de la forme de la courbe de Gauss, si l'on peut dire. Et donc, cette courbe nous décrit une façon de comprendre les choses, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est une courbe que tout le monde comprend, la courbe de Gauss. Et donc, comment est-ce qu'on comprend l'éducation? On doit la comprendre de façon à ce que ça devienne tellement naturel que c'est un fait de la vie et donc on ne discute même pas cela. On n'a plus à réfléchir sur la loi de Gauss et voir que évidemment et penser que ça crée des barrières et des obstacles au projet d'éducation. Ce que je veux dire en cela, c'est que cette réflexion sur la forme de loi de Gauss est le fondement de beaucoup de méthodes d'éducation. Structurellement parlant, et nous voyons cela dans les regroupements, dans les groupes créés par niveau de compétences, par les méthodes, les pratiques en matière de scolarisation. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça pose le centre de la distribution, donc, est en fait le point idéal. C'est-à-dire que le système général devient l'idéal d'un système scolaire. Et tout le reste est considéré comme étant problématique. Alors là, on est revenu au dilemme que nous avions lorsque on veut parler de ceux qui doivent être inclus, ceux qui sont différents, et qui ont besoin d'une éducation spécialisée. Et comment on doit inclure les enfants dans la normale. Donc, évidemment, au niveau pédagogique, il faut commencer par l'école, disons, ordinaire, pour essayer de voir comment on peut y faire entrer les individus, comment les enfants peuvent entrer dans la collectivité d'une classe, et comment est-ce que tout le monde apprend ensemble, et à ce moment-là, d'apporter du soutien seulement pour certains. Et donc, là, il faut tout simplement faire glisser notre pensée, n'est-ce pas? Changer notre façon de voir le problème, afin de comprendre ce que l'on doit faire et de définir ce que l'on doit faire au niveau des pratiques et méthodes qui conviennent à tous.
c'est notre responsabilité à tous également. Et donc, il y a autre chose que je dirais sur cette courbe de Gauss, c'est que ce que ça nous donne, plus que toute autre chose, c'est que très souvent, on considère que ça perpétue l'inévitabilité de l'échec. Simplement que 40% des enfants doivent être à droite de la courbe. Et ça crée le problème que nous essayons de résoudre et de gérer. Mais on y passe beaucoup de temps là et on ne passe pas beaucoup de temps à penser à l'aspect structurel des pratiques et pourquoi les choses sont si difficiles. Donc, en matière d'éducation inclusive, il faut que l'on sache comment respecter et répondre aux différences au plan humain de telle façon que cela puisse inclure et non pas exclure les apprenants de ce qui est habituellement et normalement disponible à des camarades du même âge. Et donc, il faut vraiment étendre ce qui est disponible à tous et non pas faire quelque chose de différent ou supplémentaire pour certains. Et donc, ce qu'il faut que l'on voit, c'est que les enseignants sont capables de faire ça. Et donc, nous l'avons vu au niveau de ce qu'ils font en pratique. Nous avons vu d'excellentes pratiques. Mais il faut aussi qu'ils s'engagent, n'est-ce pas, dans ces nouvelles pratiques, l'unité d'enseignement, la collaboration, la coopération entre eux. Et en fait, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est la façon dont vous le faites. Donc, il faut faire glisser le curseur de notre pensée, n'est-ce pas? Il faut passer des aspects ordinaires de l'enseignement pour convaincre les enseignants qu'ils sont capables d'enseigner à d'autres enfants. Mais ils le feront que s'ils collaborent avec d'autres. Dans la dernière minute qui m'est impartie, je voudrais vous parler de ce travail en collaboration avec d'autres. Je sais que dans d'autres présentations ou dans ateliers, je peux vous donner des exemples de la façon dont nous faisons les choses, mais pas de ce que nous faisons. Mais en Écosse, nous avons un groupe d'inclusion au niveau de la comité de la formation des maîtres, c'est-à-dire que nous avons des collègues de toutes les universités qui ont des écoles de maîtres qui siègent à ce comité. Bien sûr, nous avons la chance en Écosse de ne pas parler de trajectoires différentes. Et nous avons ce projet à Aberdeen et actuellement, nous étudions, n'est-ce pas, une réforme de la formation des maîtres. Nos idées, elles viennent de toutes les universités et nous discutons ça avec les directeurs de curriculum dans toutes les universités et des spécialistes et des experts en éducation inclusive qui collaborent à ces travaux pour voir comment les principes de l'éducation inclusive pourraient être insérés et incorporés aux approches éducatives et pédagogiques. Et donc, simplement, le problème de la formation des maîtres en Écosse est donc du domaine de ce comité qui se réunit 3 fois par an, où on parle de défis à relever dans la formation des maîtres, et ça s'appelle le cadre national de l'inclusion aussi, où on parle de pédagogie inclusive et pour élever en fait la norme d'enseignement au niveau des enseignants lorsqu'ils reçoivent leur diplôme d'enseignement. Donc, on parle des connaissances, des compétences et des valeurs qui sont incluses dans la pédagogie qui doit être acquise et appliquée par les enseignants en Écosse. Et on doit en faire la cartographie de cela pour essayer de la parier aux compétences qui est requise des maîtres sur le terrain pour pouvoir montrer que nos diplômés, en fait, ont suivi notre programme et sont capables de le mettre en œuvre. Et donc, nous avons fait cela en partie parce qu'on ne veut pas simplement donner des instructions, n'est-ce pas, où nous ne pouvons pas présumer que le problème était déjà réglé. Nous voulons simplement faire passer nos idées de la théorie à la pratique de la mise en œuvre de l'éducation inclusive. Et donc, nous avons vu qu'il y avait un certain nombre de problèmes ayant trait aux connaissances, aux compétences, aux habilités, aux capacités. Et il faut que ces cours dans les écoles de maîtres prennent cela en compte dans toutes les universités. Et donc, tous les enseignants ont une responsabilité de cette inclusion, à notre avis. Et donc, c'est un aspect clé de l'enseignement
l'enseignement que l'on doit donner aux élèves maîtres. Donc, nous avons eu depuis 30 ans maintenant une expérience d'ajouter des cours, d'ajouter des compétences en matière d'éducation spécialisée. Et on n'a pas beaucoup avancé finalement, s'agissant du développement ou de la mise en œuvre vraiment des professeurs spécialisés en éducation inclusive. Donc maintenant, il faut qu'on fasse rentrer dans l'enseignement, disons, ordinaire, ce concept d'utiliser une vision ouverte, en fait, de la classe et faire que les élèves maîtres comprennent ce que veut dire cette courbe de Gauss en matière de compétences pour des élèves, pour que ça entre vraiment dans leur évolution, dans le diagnostic de la capacité qu'ont les enfants de devenir des apprenants. Et donc, tout cela appelle une différence de travail au niveau de la classe. Donc, en matière d'éducation inclusive, nous pensons que les principes sont tout à fait applicables dans toute une gamme de concepts et nous voudrions que, en fait, au niveau de l'université, ce soit un concept qui s'étende à la base, si on peut dire. Et nous pensons que c'est la responsabilité des écoles de changer enfin de pensée et pour essayer que les enseignants aient cette idée d'éducation inclusive bien ancrée. Je suis désolée, je suis allée un peu plus loin que le temps qui m'était imparti.